Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens, en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Nous recevons aujourd'hui Hervé Mariton. Bonjour, vous êtes député UMP de la Drôme, porte-parole de l'opposition à la Commission des Finances. Pour vous interroger aujourd'hui, Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame, Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix et Benjamin Rosier pour RCF, le réseau des radios chrétiennes francophones. Hervé Mariton, si on prend l'échiquier politique, on peut dire de vous que vous êtes un libéral. Vous venez de l'UDF, de démocratie libérale. Est-ce que, en tant que libéral, vous êtes choqué par la publication, dont on parle beaucoup aujourd'hui, des caricatures de Mahomet dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo? Je ne pense pas que je ferai carrière à Charlie Hebdo et je ne lis pas Charlie Hebdo. En même temps, la liberté de la presse, c'est important. La laïcité, c'est important aussi. Je suis toujours attentif parce que, avec les majorités de gauche en particulier, il y a toujours un risque qu'on passe de la laïcité au laïcisme, des comportements laïcards. On a vu par exemple, les emplois d'avenir ne sont pas ouverts aux établissements d'enseignement privé. Tous ces débats ne sont jamais si paisibles que cela dans notre pays. Mais la laïcité, c'est bien par construction qu'il n'existe pas de délit ou de crime de blasphème. Vous ne pouvez pas le définir. Peut-être qu'en Russie, on met les Pussy Riots en prison, mais tout le monde s'en indigne en France. Et au fond, on ne doit pas interdire Charlie Hebdo. Clémence Houdaille. Le Premier ministre a regretté cette provocation. Il a dit que ceux qui étaient choqués pouvaient porter plainte. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaque citoyen peut faire valoir ses droits. On peut avoir une opinion en termes d'opportunité, mais l'exercice de la liberté est quelque chose de fondamental. Charlie Hebdo a pris son initiative. Elle n'est pas très opportune, n'est pas très intelligente. Je peux avoir sûrement d'autres occasions de dire ça de ce qui se trouve dans Charlie Hebdo. Je ne suis pas non plus obligé, vous non plus, de lire Charlie Hebdo. Laurent de Boissieu pour La Croix. Matignon fasse un communiqué, est-ce que c'était opportun? Est-ce que ce n'était pas un signe de faiblesse et finalement de commencer à céder face au fanatisme? Je suis dans l'opposition, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une situation de fait qu'il faut que le gouvernement gère. Et c'est sa responsabilité, et il ne faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer. À la fois, le gouvernement l'a dit de différentes manières, liberté de la presse, je crois que ça a été bien dit. Et par ailleurs, le gouvernement a aussi en responsabilité d'essayer de mettre du calme dans tout ça. Voilà. Benjamin Rosier, RCF. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même qu'il y a eu une erreur de timing? C'est-à-dire en termes de responsabilité par rapport à un contexte international, liberté d'expression oui, mais responsabilité, est-ce que... C'est pas futé, mais je ne suis pas patron de Charlie Hebdo, vous non plus. Donc on n'a pas prévu de faire une loi ou un règlement pour définir le timing des journaux. C'est un bon coup financier tout de même. Sans doute, ce qui venant d'un journal de ce type a toujours quelque chose d'assez sympathique. Au fond, vous êtes sur la ligne de Nicolas Sarkozy, parce que dans la première affaire des caricatures, j'ai retrouvé sa déclaration, il avait dit « je préfère l'excès de caricature à l'excès de censure ». Vous êtes sur cette ligne-là. Mais la caricature fait partie de la liberté de la presse, évidemment, et elle ne se divise pas. Éminemment. Dans les pays totalitaires, il y a rarement des caricatures, et la caricature, vous ne pouvez pas non plus lui demander d'être guimauve. Laurent de Boissieu, pour La Croix. Il y a des volontés de la part de minorités, mais de musulmans fanatiques de manifester en France. Il y a une tentative de manifestation devant l'ambassade américaine. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a bien réagi en interdisant, tout en laissant finalement une prière de rue à ce moment-là? Écoutez, le droit de manifestation est aussi un droit, donc il est important, si des citoyens se considèrent offensés, et ils peuvent l'être, et s'ils souhaitent alors manifester, qu'ils le fassent. Ensuite, il y a un problème de lieu, et on est alors sur des questions d'ordre public. L'ambassade des États-Unis, ce n'est pas tout à fait un lieu qui se prête à la manifestation, d'une part compte tenu du contexte international, compte tenu aussi de la proximité de l'ambassade des États-Unis avec le ministère de l'Intérieur, avec l'Élysée. Je crois que cette affaire, vue de l'exécutif français aujourd'hui, est raisonnablement gérée. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame. Est-ce que vous craignez le développement d'un certain communautarisme en France? Oui. C'est évidemment un des dangers de notre pays. Et quand j'ai présenté, pour ensuite faire synthèse avec Jean-Pierre Raffarin et quelques autres, une motion à l'UMP qui s'intitulait « L'or, la République », plus exactement la liberté, l'ordre, la République et l'espoir. La liberté, nous venons d'en parler. L'ordre, on en reparlera probablement sur l'organisation de la société, ce qu'est l'institution du mariage. La République, c'était cela. Il y a dans notre pays des pulsions communautaristes
qui ne sont pas dans la représentation, dans la vision que l'on a de la France. Et à dire vrai, je pense qu'un certain nombre de fermetures, par exemple dans le vote du Front National, n'expriment dans notre pays pas tant de la xénophobie, du racisme, qu'une inquiétude face aux dangers communautaristes et aux risques communautaristes que massivement les Français ne veulent pas voir se développer dans notre pays. On est aussi dans un contexte de mondialisation. Avec les réseaux sociaux, il y a des liens, et des gens qui manifestent contre des choses qui se passent dans d'autres pays. Justement, la mondialisation, et c'est pour ça que je crois que le sujet du racisme individuel en France est un sujet que nous avons heureusement surmonté pour l'essentiel. La mondialisation fait qu'on n'est plus dans une problématique de racisme individuel, de rejet de l'étranger. Mais il y a une vraie interrogation identitaire. C'est quoi le bonheur d'être français aujourd'hui? À quoi ressemblera mon village, ma ville, mon pays demain? Et je suis de ceux qui considèrent qu'à la fois chacun de nos concitoyens doit trouver sa place dans notre pays, mais pas par une réponse communautariste. Benjamin Rosier pour RCF. La fermeté de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, est-elle du goût du député UMP que vous êtes? Autrement dit, Jean-François Copé dit que Manuel Valls est un homme de droite. Non, moi je ne dis pas ça comme cela. Je ne porte pas Manuel Valls au pinacle. Il y a à peu près un an, je l'avais entendu à l'occasion des entretiens de Valpré à Lyon, développé sur le thème de l'autorité. J'avais trouvé son intervention très médiocre. Une mauvaise lecture de fiches de devoirs de philo, pas très passionnant, je vous le dis, et d'un homme dont on dit tant de bien, j'avais alors été déçu. Voilà, sur une expérience pas si ancienne que cela. Ensuite, s'il prend de bonnes décisions au ministère de l'Intérieur, je n'ai pas de raison de les critiquer. Je vous ai dit que la crise résultant de la publication de Charlie Hebdo me paraît très convenablement gérée. Ensuite, je regarde concrètement ce qu'il fait et ce qu'il fera. Je vois bien qu'il cherche à être bien vu de ses troupes, ce qui est normal pour un ministre de l'Intérieur. L'action se juge aussi dans la durée. Je fais partie des responsables d'opposition qui peut-être évitent d'avoir un jugement définitif sur des ministres qui sont là depuis 3 mois, et qui sont parfois accusés de mollesse ou d'inaction. Je crains que nombre d'entre eux, y compris Manuel Valls, aient dans les cartons un certain nombre de textes tout à fait maléfiques pour notre pays, nos concitoyens, et je souhaite réserver un peu d'énergie pour dire cela quand le moment viendra. Laurent de Boissieu, La Croix. Mais est-ce que vous diriez pour l'instant que la gauche, ce que souvent dit la droite, a un problème avec la question de sécurité? Est-ce que vous pensez que la gauche aujourd'hui prend à bras le corps, peut-être pas exactement comme vous le voudriez, mais en tout cas traite cette question de la sécurité? Il y a 2 choses. La gauche a effectivement un problème culturel, mais ça on l'observe dans toutes les municipalités, partout. Vous avez une partie significative de l'électorat de gauche qui, dès que vous mettez une caméra de vidéosurveillance, hurle, fait une pétition, et tout ça fait partie de la culture, même si à gauche, il peut y avoir aussi des cultures diverses. Et donc, la gauche n'a pas la même relation avec ce sujet. Pour autant, il y a aussi le principe de réalité. Quand on est ministre de l'Intérieur, j'imagine, on est confronté à un certain nombre de situations, et je ne pars pas du principe que les responsables politiques, fussent-ils de gauche, seraient des ânes et des irresponsables par définition. Je reviens d'un mot à La République qu'on évoquait à l'instant. Le Premier ministre a annoncé hier qu'il y aurait un projet de loi sur le vote des étrangers non communautaires aux élections municipales dès l'an prochain. C'est une menace, selon vous, pour La République ? Oui, je suis contre, nous l'avons dit clairement pendant la campagne des présidentielles. Je me demande, peut-être c'est un raisonnement un peu compliqué, mais si cette majorité qui se rend compte que le débat lancé sur le mariage homosexuel, l'homoparentalité, une diversion pour vous, prend dans l'opinion, et qu'en réalité les gens n'ont pas envie de signer simplement parce qu'Hollande a été élu et ont envie d'en débattre plus largement, si la gauche ne s'est pas dit tiens, pour pousser le premier wagon, je vais lancer une deuxième décharge dans le tuyau. Et on se retrouve avec ce débat lancé sur le droit de vote des étrangers. Moi, je ne fais pas de différence entre citoyenneté et nationalité. C'est déjà le cas avec les ressortissants de l'Union européenne. Oui, mais c'est une exception d'abord protégée par le principe de réciprocité. Et par ailleurs, chacun mesure que si nous ne sommes pas tout à fait des citoyens européens, il y a bien quelque chose qui émerge de cette nature-là. Dans la motion de synthèse que nous avons rédigée avec Jean-Pierre Raffarin, il y a bien l'idée d'une Europe fédérée. Donc on a là un processus politique en mouvement. Ça n'est pas comparable. Quand on est ressortissant de l'Union européenne, dans une logique de réciprocité, on peut voter aux élections européennes, aux élections municipales, mais pas dans d'autres élections.
Et je ne vois pas pourquoi cette exception, demain, serait étendue. On voit de manière énorme qu'évidemment, ça simplifierait la vie des socialistes aux élections municipales en 2014, parce qu'au fond, faute de dissoudre le peuple, on peut toujours le changer un peu. Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Mais est-ce que ce droit de vote ne serait pas une manière de lutter contre le communautarisme, justement en ancrant ces habitants de notre pays dans des réalités locales? Vous avez aussi, dans les débats municipaux, un danger de pression sur le financement des lieux de culte, les pratiques alimentaires dans les cantines. Et pour le coup, si je rentre dans votre raisonnement, je pense que plus on est sur une élection locale, plus le danger communautaire serait présent. J'entends parfois un autre argument qui, moi, me laisse tout à fait ahuri pour justifier le droit de vote des étrangers, qui est de dire mais ils votent des impôts, donc ils doivent pouvoir voter. Je n'avais pas compris qu'on était revenu à un suffrage censitaire. Donc je récuse cette justification-là. Et quand on parle de droit de vote, j'attire aussi l'attention sur le fait que voter et être élu, pour moi, dans une démocratie, c'est tout de même très consubstantiel. Et on peut toujours, au début, ériger quelques différences entre le droit de vote et le droit d'être élu. Adjoint, maire, ça ne peut pas tenir dans la durée. Parce que vraiment, en démocratie, la nature même de la démocratie, c'est que quand on est électeur, on peut être candidat. Vous voulez que les citoyens, les ressortissants de l'Union européenne puissent être élus députés? Non, puisqu'on est dans cette logique-là pour eux en ce moment. Je suis votre... Non, puisqu'ils ne votent pas aux législatives. D'accord. Benjamin Rosier, un mot. Ce droit de vote des étrangers nécessite les 3/5 de la majorité des 3/5 au Parlement. Est-ce qu'à l'UMP, c'est si monolithique que ça? Ça l'est très largement. Ça l'est très largement. Tout le monde n'a pas toujours été exactement sur la même ligne là-dessus. Je pense que ça ne nous a pas tout à fait aidé pendant la campagne des présidentielles, puisqu'y compris Nicolas Sarkozy, en son temps, avait été favorable. Mais je crois que Nicolas Sarkozy, pendant son mandat, a cheminé et bien compris quelles étaient un certain nombre des demandes fortes de nos concitoyens et au fond de la culture politique de notre pays, en particulier dans l'ancienne majorité. Il a heureusement changé d'avis au fil du temps. Il y a très très peu de monde. Je ne vais pas vous donner une garantie absolue. Nous sommes libres dans le débat à l'UMP. Je revendique et je pratique cette liberté. Mais c'est une infime minorité peut-être qui pourrait être en faveur du droit de vote des étrangers. L'immense majorité y est hostile. Alors j'en viens à un autre problème de société sur lequel le Parti socialiste veut faire bouger les lignes, c'est le problème du mariage homosexuel. Est-ce que vous avez compris les propos de Monseigneur Barbarin? Je vais les citer parce que on parle beaucoup des propos de Monseigneur Barbarin, mais il dit c'est une rupture de société. Après, dit-il, ils vont vouloir, il parle des homosexuels, faire des couples à 3 ou à 4 et après un jour, peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. Monseigneur Barbarin a l'habitude de propos assez carrés. Je regarderai de deux manières son propos. Sur la fin du propos, le tabou de l'inceste qui tomberait, honnêtement, je n'ai pas compris. Oui, il veut dire que la société peut évoluer, bien, et au nom de la société, on peut changer. Et, comme disait le philosophe, en quelque sorte, au-delà des bornes, il n'y a plus de limite. Bon. Mais enfin, on est dans un débat d'une certaine gravité. Je pense que cette deuxième partie de propos, et vous avez bien vu les polémiques qui sont apparues, n'était pas indispensable. Monseigneur Barbarin est un homme entier et direct. Je peux aussi, par respect à son égard, être entier et direct avec lui. Sur le premier point, je partage complètement son analyse. J'ai eu moi-même l'occasion de la développer à plusieurs reprises. Je suis contre, c'est le vocabulaire que j'utilise, lui parle de polyamour, moi je suis contre la multiparentalité. La multiparentalité, c'est quoi? C'est que pour qu'un couple de 2 hommes ou de 2 femmes ait un enfant, il faut bien qu'il y ait un troisième acteur dans l'affaire. Ça veut donc dire 3 parents. C'est aussi pour cela, au nom de la même logique, que je suis contre le statut du beau-parent. Ma réflexion n'est pas centrée, polarisée, monomaniaque du débat et autour du droit concernant les personnes homosexuelles. Si vous donnez un statut aux beaux-parents, vous introduisez un tiers, enfin une troisième personne. J'ajoute d'ailleurs, pour ça que j'utilise le terme de multiparentalité, qu'un couple homosexuel, mais c'est aussi le cas d'un couple hétérosexuel, à mesure des recompositions de couples, vous pouvez avoir non pas 3 parents, mais 4, 5.
Au passage d'ailleurs, restons sur une recomposition, qu'elle soit homo ou hétéro. Si vous donnez un statut aux beaux-parents à un moment donné, et que le couple se recompose différemment, vous allez donner un statut aux nouveaux beaux-parents. Quel statut donnerez-vous ou n'en donnerez-vous aucun à l'ancien beau-parent, au premier? Vous vous rendez compte alors que vous êtes dans des situations extrêmement complexes et que la multiparentalité, elle conduit à l'idée qu'il n'y ait pas de parentalité. Oui, mais ça, c'est la réalité aussi de la société française. Vous n'êtes pas obligé de la consacrer par le droit. Même dans des mariages hétérosexuels, Oui, il y a des divorces, oui. il y a des recompositions, et il y a quelquefois, effectivement... Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le consacrer par le droit. Je pense qu'il y a la pratique. Et la pratique, il n'est pas interdit d'être intelligent et adapté aux situations. C'est donner l'autorisation d'aller chercher le gamin à l'école. Je ne suis pas borné. Non, ça s'écrit par un papier simple que vous donnez à l'instit. Il n'y a pas que des ânes battés dans notre pays. Et s'il faut trouver des formes pour écrire cela. Mais s'il vous plaît, pas le statut du beau-parent. Je viens juste de vous poser une question à laquelle il n'y a pas de réponse heureuse. Quel statut donnez-vous aux beaux-parents de rang intermédiaire? Et donc à un moment, vous êtes dans un schéma de multiparentalité, ce que Monseigneur Barbarin appelle le polyamour, et en réalité, à ce moment-là, vous n'avez pas de parents. La réflexion autour du mariage homosexuel et de l'homoparentalité, elle amène éventuellement à ne plus reconnaître la présomption de paternité et donc à considérer que chaque parent se déclare librement. Tout ça pour assurer l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels, puisque comme le couple homosexuel qui a des enfants ne peut pas revendiquer la présomption de paternité, on en priverait les couples hétérosexuels. Vous vous trouvez dans un schéma qui est un schéma d'élection, de choix, et un schéma purement culturel. Mais moi, je considère que l'organisation de la société a une part de culturel et une part de naturel, et qu'il faut, autour de la famille, cellule de base de la société, un schéma simple, la multiparentalité, très vite on n'y comprend plus rien, et un schéma ordinaire, juste un instant. Alors on a beaucoup de questions. Un schéma ordinaire qui correspond aux situations ordinaires de la société, sans mépriser les autres. Je rappelle une donnée de base qu'on oublie dans ce débat. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents, papa-maman. Donc peut-être qu'on peut aussi, quand on légifère sur la famille et la parentalité, ne pas oublier que 75% des enfants vivent avec leurs deux parents. Alors, beaucoup de questions. Benjamin Rosier pour RCF. Alors donc, par exemple, soutenez-vous l'initiative de 4 évêques aujourd'hui, connue cette semaine, d'appeler à un grand débat national. L'un d'entre eux, c'est l'évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ray, qui lui va jusqu'à la demande d'un référendum. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Parce que vous parliez d'une première partie des propos de Barbarin, que finalement vous comprenez sur la rupture de société. Je suis pour le débat national, je n'ai pas encore franchi le pas du référendum. Je pense que nous devons demander au gouvernement un débat national, un grand débat public. Et si le gouvernement refuse, alors un autre pas est l'exigence de référendum. Mais d'abord un débat public. Et ce débat doit être respectueux des positions de tous. Mais voilà, je vous ai dit mes convictions, qui sont très majoritairement les convictions à l'UMP. Je souhaite et je demande que les candidats à la présidence de l'UMP d'ailleurs prennent officiellement position, pas uniquement leur sensibilité individuelle, que j'ai entendue et qui me va bien, mais officiellement position sur ce qu'ils proposent comme position de notre formation politique. Mais c'est quoi la faiblesse qui nous menace immédiatement? C'est qu'on parte au débat, au combat, résigné, en se disant de toute manière, la gauche à la majorité, ça passera, ça se fera. Et je l'entends dans ce nombre de mes collègues. Ben, attendez, si je fais de la politique, d'abord, c'est pour ne pas être résigné. Si je considère que l'histoire est écrite d'avance, je rentre chez moi, je ne fais pas de politique. Deuxièmement, ce débat peut prendre dans l'opinion. On a bien vu sur le droit de vote des étrangers que les sondages d'une année sur l'autre sont très différents. On voit dans le mariage homosexuel et l'homoparentalité que sur les deux questions, mariage, homoparentalité, les réponses déjà sont différentes. Donc il y a matière à travailler avec l'opinion. Et ce que je viens de dire sur la parentalité, les gens, quand on fait un sondage, s'ils considèrent que c'est donné aux uns sans leur retirer à eux, disent volontiers oui. Mais si on leur explique que la logique même de l'homoparentalité sera d'abandonner la présomption de paternité et de dire que dans un couple, le père n'est pas naturel, le mari, pardon, n'est pas naturellement le père de l'enfant et qu'il doit en faire le choix, le déclarer. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un certain nombre de gens qui disent alors, mais moi je vais perdre quelque chose. Et donc il faut travailler, un, en conviction fondamentale, et deux, dire à nos concitoyens, faites attention, ce qui vous paraît au fond pas très coûteux et sympathique de donner à l'autre, si vous n'y mettez pas plus d'analyse en conviction que cela, à un moment,
ça vous coûte. Ça vous coûte parce que disparition de la présomption de paternité, ça vous coûte parce que multiparentalité, complexification des choses, et en réalité, à un moment, disparition de la notion de parent simple et ordinaire. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame. Le cardinal André XXIII, cette semaine, a appelé les catholiques à interpeller leurs élus, leurs députés. Est-ce que ça a une efficacité ? Je crois qu'il est normal que tous ceux qui s'intéressent à cette question interpellent leurs élus. Je crois comprendre que l'Église catholique a aussi compris qu'il ne fallait pas que ce débat soit catégorié, enfermé dans étant la société en général, avec dans un coin l'Église catholique, la communauté juive, les musulmans, les protestants. Les socialistes pratiquent comme ça parfois. Moi, je l'ai bien vu, j'étais vice-président de la commission spéciale sur la bioéthique. Au fond, un certain nombre de positions étaient prises par des parlementaires, dont votre serviteur, et c'était assez commode pour une partie de la gauche de dire « Oh, mais vous représentez des convictions religieuses. » Et donc, oui, vous êtes libre, on respecte, d'ailleurs c'est très bien, c'est bien que quelque part dans le débat en France, il y ait une case qui s'appelle conviction religieuse, mais pour l'essentiel, la République poursuit son chemin. Ne nous laissons pas enfermer. Donc, à la fois, l'Église catholique pour sa part, d'autres cultes pour leur part sont éminemment légitimes à s'exprimer là-dessus. Il ne faudrait pas qu'ils pratiquent l'autocensure, et heureusement, ils s'expriment intelligemment, et en même temps, il faut arriver à mobiliser l'ensemble de la société. Ce que je vous ai expliqué sur la multiparentalité, la parentalité complexe qui finit par effacer la parentalité, ça concerne tout le monde. Laurent Boissieu pour La Croix. Est-ce que vous diriez que finalement, c'est sur ces questions-là, questions de société, que le clivage droite-gauche aujourd'hui est le plus fort, davantage que sur les questions économiques? On a l'impression de toute façon que dans le contexte, que ce soit de la dette ou de l'Union européenne, le chemin et le tracé est le même un peu pour tous. Je pense d'abord qu'on a des clivages, tout domaine confondu, beaucoup plus forts qu'on ne pense. Et que la mollesse, l'inaction supposée de ces dernières semaines, c'est un temps de préparation et qu'on est parti sur des débats assez rudes sur plusieurs sujets. Ça peut aussi inclure des sujets économiques. Mais on voit bien sur les questions de société. Alors avec ce risque que, faute de marge de manœuvre sur les questions économiques, sauf que moi je crains qu'ils en dégagent, y compris si ça doit coûter à la France et aux Français, mais que tout de même, les marges de manœuvre économiques étant limitées, le pouvoir d'aujourd'hui cherche à imprimer sa marque, sa signature, sa trace dans l'histoire, par de grandes et ambitieuses réformes de société, sauf que c'est tout de même bien chaque homme et chaque femme et chaque enfant de France qui peut trinquer. Fin de cette première partie de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre invité Hervé Mariton. Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens avec notre invité Hervé Mariton pour vous interroger. Hervé Mariton, Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame, Laurent Boissieu pour le journal La Croix et Benjamin Rosier pour RCF, le réseau des radios chrétiennes francophones. Hervé Mariton, Jean-Louis Borloo a annoncé avant-hier la création d'un grand parti du centre et il l'appelle l'UDI. L'UDI, ça ressemble, c'est l'Union des démocrates indépendants, hein, ça y est presque républicain indépendant dedans. Moi, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle tout simplement l'UDF. Est-ce que c'est le retour de l'UDF ? Jean-Louis Borloo est un homme de qualité, il a le droit de prendre cette initiative. Elle ne me paraît pas indispensable, parce que je pense que l'UMP a vraiment réussi à rassembler les cultures, les histoires du RPR et de l'UDF d'hier. Vous savez, quand je suis rentré à l'UMP, j'avais très peur de perdre la liberté d'expression, la liberté de vote qui était la mienne à l'UDF. La réalité, j'en rends hommage à Jacques Barrot et à Alain Juppé, qui ont vraiment voulu cela au début de l'UMP, c'est que cette liberté existe. C'est plus les moines soldats. Et elle continue d'exister aujourd'hui. Non, en effet, j'aurais pu critiquer aussi les moines soldats que vous dites, et ça n'est clairement pas le cas. Je pense d'ailleurs que l'évolution de l'UMP, avec les motions que nous mettons au vote des adhérents au mois de novembre, c'est aussi de nature à affermir ce débat, cette diversité au sein de l'UMP. Donc je pense que des modérés, des centristes, des indépendants peuvent tout à fait se retrouver à l'UMP. Ensuite, si Jean-Louis Borloo souhaite organiser une force politique, il en a évidemment le droit. Je dis simplement que ce n'est pas indispensable.
Laurent Boissieu pour la Croix. La droite a perdu la quasi-totalité des dernières élections, notamment locales, mais aussi nationales. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de second tour pour la droite? Autrefois, il y avait 2 piliers, l'UDF, le RPR. Est-ce qu'il ne manque pas, à côté de l'UMP, un autre pilier qui serait celui que veut construire aujourd'hui Jean-Luc Borloo? On disait que la droite marchait sur 2 jambes. Oui, je pense que notre problème, il est d'abord un problème de premier tour, si je peux me permettre. Enfin, c'est un problème de crédibilité et de soutien de l'opinion. On a en effet, et moi je le répète, parce que j'entends qu'il y a un grand sentiment de nostalgie à l'UMP, et que je respecte, parce que sous le mandat précédent, on a fait plein de choses très intelligentes et très bien avec Nicolas Sarkozy comme président. Enfin, au bout du compte, on n'a tout de même pas gagné les présidentielles, et on a malheureusement perdu un certain nombre de sièges de députés, parce qu'il y a de vraies raisons de fond. Nos concitoyens considèrent qu'on n'a pas totalement livré ce qu'ils attendaient, qu'on a fait un certain nombre de promesses qui n'ont pas toutes été accomplies. Et ce sont des critiques, à mon avis, qui relèvent bien davantage de l'effectivité de notre action, de l'efficacité de notre action, que du fait de savoir si on n'a pas péché par l'absence d'une formation à côté qui permettait d'apporter des voix pour le 2e tour. Je pense que notre difficulté avec l'opinion, avec les citoyens, est bien plus fondamentale que ça. Clémence Soudaille pour Radio Notre-Dame. Pour la présidence de l'UMP, on sait que ça sera un duel entre François Fillon, Jean-François Copé. Vous n'avez pas encore choisi, ou en tout cas vous n'avez pas encore dit qui vous choisiriez. C'est pas un sujet primordial pour vous? C'est un sujet important et je suis content que l'UMP pratique une démocratie interne avec une certaine rigueur dans l'application des règles. D'abord, j'ai prévu de les recevoir l'un et l'autre avec le club politique que j'anime, Réforme et Modernité. Nous allons les questionner, les interroger, avec un certain nombre de collègues parlementaires, Marc Le Fur, Laure de la Rodière, Philippe Goujon, Jean-Frédéric Poisson, d'autres encore. Nous allons les interroger sur différents sujets. Quant aux positions qu'ils proposeront que le parti prenne, il y aura évidemment une question concernant la famille, le mariage homosexuel et l'homoparentalité. C'est décisif pour vous. Laurent Boissieu, la Croix. Ce n'est pas le seul sujet, je ne suis pas monomaniaque de ce sujet, mais c'est un sujet important. Votre choix. J'attends, il y a d'autres sujets sur lesquels je les écouterai. Et puis, 2 options. Soit je prends position parce que l'un d'entre eux me dit quelque chose qui me paraît absolument génial et innovant. Et on manque tragiquement d'innovation. La pépite géniale dans le débat politique en France aujourd'hui, soit l'un d'entre eux dit une grosse bourde qui me choque beaucoup, et ça peut m'amener à prendre position. Et puis l'autre hypothèse, dans laquelle je considère qu'il y a un débat sur l'émotion, dans lequel je prends pleinement ma part, en ayant fusionné la motion LOR avec cette nouvelle motion qui est pour une France moderne et humaniste, et je laisse chaque militant libre de son vote pour le choix du président. Benjamin Rosier pour RCF. Alors, des motions différentes s'affrontent d'ici novembre pour la présidence de l'UMP, à l'UMP. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un centre de gravité qui est à remettre un petit peu vers le centre droit à l'UMP? Parce que vous avez peut-être manqué de voix tout de même centristes au second tour de l'élection présidentielle. Ou est-ce qu'on va rester finalement avec, c'était la fameuse droite populaire, où on disait que Nicolas Sarkozy avait beaucoup l'oreille pour la droite populaire, et du coup il est resté sur un positionnement assez droitier, pour caricaturer. Oui, moi je ne rentre pas bien dans ce débat-là. Je pense qu'on a besoin de tenir un spectre assez large. C'est l'objet même de l'UMP. Donc à la fois, en effet, des gens qui sont plus à droite, d'autres qui sont plus centristes. Mais sur votre question précisément, je pense qu'une partie du sujet, c'est sans doute d'être ferme sur le fond et ouvert dans le débat et dans la forme. On peut avoir des convictions très fortes, sujet qu'on a évoqué précédemment, et considérer que ces convictions, avec le pays, voire même dans le parti, peuvent être mises au débat parce qu'on est suffisamment fort dans nos convictions pour escompter qu'on puisse gagner le débat. Gagner le débat, ça veut dire d'ailleurs dans l'UMP, comme dans le pays, qu'à un moment une décision soit prise. Gagner le débat, c'est pas de faire uniquement de l'eau tiède. Gagner le débat, c'est aussi voter, décider. On a à l'UMP un vrai problème de délibération. Là, on va voter pour le président sur des motions, c'est bien. On vote assez rarement en bureau politique, pour dire les choses. Peut-être qu'il faut qu'à l'UMP, on vote un peu plus souvent. Laurent Boissieu pour la Croix. Encore faut-il que ces motions soient cohérentes. Vous l'avez rappelé, vous vouliez présenter votre propre motion, finalement vous êtes rallié à une motion plus large. Au sein de cette motion-là, il y a des personnes qui, je pense à Luc Châtel, au fond Christer, qui ont des positions très différentes de vous sur les questions de société, qui sont très importantes, comme vous le rappeliez, pour vous personnellement. Donc finalement, est-ce que c'est en rassemblement large, vous n'avez pas noyé vos convictions dans cette motion ? Il y a nécessairement une synthèse dans la motion à laquelle nous avons abouti. D'abord, je ne désespère pas de les convaincre.
Et puis, dans la motion de synthèse, l'influence de la motion initiale, l'or, la liberté, l'ordre, la République et l'espoir, c'est de faire en sorte qu'on y parle davantage de la personne, c'est d'avoir introduit dans la motion le principe de subsidiarité, c'est d'avoir mis dans la motion la famille comme cellule de base de la société et d'avoir insisté, ce qui me paraît très important, sur la simplicité nécessaire dans notre société et la simplification indispensable en termes de gestion publique. Donc moi, je suis assez content d'avoir dans la motion de synthèse, que nous avions déjà travaillé ensemble, mais sur lequel il manquait des choses, bien vérifié qu'un certain nombre de points auxquels nous tenions se trouvaient. Jean-Pierre Raffarin, qui est co-signataire de votre motion, la semaine dernière disait que son cœur penchait plutôt du côté de Jean-François Copé, parce que Jean-François Copé avait pris l'engagement d'organiser des sensibilités, des courants à l'intérieur de l'UMP. Il est exact que Jean-François Copé s'est exprimé plus nettement sur ce sujet. En même temps, moi, je suis un garçon assez basique. C'est marqué dans les statuts. Donc si, pour une fois, qui n'était pas indiqué depuis 2008. J'entends bien, j'avais demandé leur application en 2008, on m'avait sorti des arguties pour ne pas le faire. Là, il va y avoir un vote. Donc je n'imagine pas qu'après ce vote, on mette la délibération des militants de l'UMP à la poubelle. Si de temps en temps on appliquait les statuts dans les partis, ce serait pas mal. Quand on lit votre motion, on voit apparaître l'humanisme, l'Europe, etc. Je reviens au débat qu'on avait tout à l'heure sur le centre. Ce sont essentiellement et existentiellement d'ailleurs des valeurs du centre. Et c'est bien pour ça que je vous ai dit que l'UDI n'était pas indispensable et que tout adhérent potentiel à l'UDI est bienvenu à l'UMP, en particulier en signant notre motion. Appel au peuple. Plus sérieusement, oui, nous assumons d'être européens. Et je fais partie de ceux, par exemple, écho aussi à votre question, qui n'a pas bien apprécié le débat sur les frontières tel qu'on l'a entendu pendant la campagne présidentielle. Votre à la motion fois parle d'Europe fédérée, oui. et pas d'Europe fédérale. L'UDI parle d'Europe fédérale, ils assument le mot. Est-ce que c'est un combat que vous essayez de mener au sein de l'UMP ou est-ce que... Ma réponse sur d'abord, je reste sur les frontières 30 secondes. C'est un sujet important. Oui, l'Europe doit se faire sans naïveté. Et je suis élu de la France. J'ai donc vocation à défendre mon pays. Et en même temps, je ne dis pas aux Français que si demain on rétablissait un protectionnisme aux frontières de la France ou même aux frontières de l'Europe, ça sauverait automatiquement le monde. Et puis sur l'Europe, moi je m'arrête à une analyse en termes de subsidiarité, justement. Lorsque nous sommes défaillants, et nous avons été défaillants en termes de politique budgétaire, on va en parler avec le traité, avec le projet de loi organique, nous avons été défaillants, alors il faut accepter certains transferts de souveraineté en réalité. Et la gauche comme la droite ont beaucoup joué avec les mots en expliquant non, c'est pas du communautaire, c'est de l'intergouvernemental. Voyons, qui va tenir le secrétariat de la gouvernance de la zone euro? Le secrétariat de la gouvernance économique de la zone euro, heureusement, on ne va pas créer de nouvelles instances pour ça. C'est la Commission qui va le tenir, ce secrétariat. Donc il y a bien un transfert fédéral, fédéré. Et par contre, il y a des domaines où l'Europe démontre son inefficacité qui doivent revenir à des responsabilités locales. Hervé Mariton, je vous interromps. On a un sondage, alors il n'est pas à nous, il a été réalisé par TNS Sofres pour nos confrères de iTélé et il est très intéressant parce qu'il voit bien le rejet politique aujourd'hui de l'Europe dans l'opinion française. Est-ce qu'on peut regarder ce sondage? On a interrogé les gens sur ce que leur avait apporté l'euro. Et les réponses sont sidérantes. La compétitivité de l'économie française, 61%, non. Les gens pensent que c'est plutôt un handicap. Si on considère le chômage maintenant, on voit que 63% des Français pensent que l'euro est un handicap en matière d'emploi. Et si on regarde alors le problème des prix, alors là, c'est sidérant. On a 89%, presque 9 Français sur 10 qui pensent que l'euro a fait flamber les prix. Oui, ça montre tout de même qu'il y a du boulot et il y a du boulot en termes de pédagogie. Moi, je dis parfois que la politique, c'est un compromis permanent entre démagogie et pédagogie. Quand on dit quelque chose, il faut qu'il y ait un peu des gens qui accompagnent. Mais la pédagogie y aide aussi. Là, manifestement, il y a de quoi faire. Il ne suffit pas que les gens disent pour qu'ils aient raison. Excusez-moi, ils ont raison au moment du vote parce que le peuple est souverain. Mais une opinion peut être contestée et manifestement sur ces différentes questions, elles doivent l'être. J'avais publié un rapport sur la question des prix il y a quelques années qui s'appelle « Mesurer pour comprendre ». Je pense qu'on le trouve encore sur mon blog hervé-mariton.net. Ce rapport démontre que le sentiment qui est exprimé là, il valait au moment de la mise en place de l'euro dans tous les pays européens.
de la zone euro. Et les autres pays qui vivent des conditions matérielles assez proches des nôtres, en réalité, ne sont pas restés sur ce sentiment. La France fait vraiment exception. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que les responsables politiques français n'ont pas pris la peine d'expliquer aux Français que c'était un peu différent. Vous savez, les Français continuent d'attendre que le gouvernement fixe le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de ci, le prix de ça. La libération des prix qui a 25 ans d'âge en France n'a toujours pas été expliquée aux Français, par exemple. Et réellement, on a sûrement besoin d'élire dans de bonnes conditions un président de l'UMP, de voter pour des motions de sorte que l'on connaisse l'état du débat. Mais la vie politique française, l'UMP a fondamentalement besoin d'un effort de pédagogie. Et même quand on est dans l'opposition, on a besoin peut-être de vivre davantage notre mission au sens de l'explication et du débat qu'on doit à nos concitoyens. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame. Vous voterez le traité européen. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent que la rigueur imposée par ces traités tue la croissance ? Mais sans rigueur, ça serait bien pire encore. Et je dis à l'actuel gouvernement, je disais au précédent gouvernement qu'il faut aussi assumer les mots. Camus disait à peu près qu'on ajoute au malheur du monde en ne désignant pas les choses par leur nom. Écoutez, on tourne autour du mot sans l'employer et en faisant tout de même, en réalité, une politique de rigueur depuis déjà quelque temps. La pédagogie et le respect des Français, c'est aussi de dire les choses. La rigueur est indispensable, sinon demain, ça ira bien plus mal, chère madame. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas. Et l'équation budgétaire 2013 sera facilitée du fait même que le service de notre dette ne nous coûte pas trop cher en ce moment, en intérêt. Si vous assouplissez, si vous vous éloignez de la rigueur, si la France, majorité opposition, donne le sentiment de faceiller, et le coût de la dette va exploser, l'équation budgétaire sera bien plus difficile, la rigueur bien plus redoutable. Laurent de Boissieu, La Croix. Donc vous allez voter le traité budgétaire, Oui. qui est signé d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que ça ne risque pas de donner de l'eau au moulin de l'extrême droite qui dénonce l'UMPS, si vous faites un vote commun à l'Assemblée nationale sur cette question-là Sans doute, mais si on est raisonnable et si les socialistes le sont aussi, on ne va pas s'en excuser. Simplement, nous soulignerons évidemment que François Hollande, qui avait fait beaucoup de rodomontades sur les changements qu'il forcerait dans le traité, n'en a pas changé une ligne. C'est bien le traité signé par Nicolas Sarkozy que nous allons voter. Et je veux dire, ça ne me gêne pas que des députés raisonnables de gauche et de droite le votent. Et si d'autres veulent le voter aussi, ils sont bienvenus. Benjamin Rosier. Pour revenir à ce sondage, par rapport à la compétitivité, comment vous expliquez ces impressions, enfin ces opinions négatives des Français sur la compétitivité par rapport à l'euro ? Mais ce n'est pas l'euro qui nous a fait perdre de la compétitivité, c'est l'absence de réformes structurelles et l'absence de travail de compétitivité sur la France. Donc, d'une certaine manière, vous savez, je pense que quelques causes qu'on aurait données, au fond, ce que les sondés répondent là, c'est il y a une perte de compétitivité. Et on leur propose une cause, ils y adhèrent. Et on n'a pas expliqué que l'euro est aussi, en effet, et là pour le coup, les sondés ont peut-être un peu raison, l'euro est aussi un révélateur. Si on a un déficit de compétitivité dans un monde plus ouvert, alors on peut souffrir davantage. Et alors, les sondés disent vrai. Mais comme on n'a pas prévu de rétablir de hauts murs aux frontières de la France, alors il faut prendre l'euro, non pas comme une contrainte, mais comme un stimulant. Fin de cette deuxième partie. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre invité Hervé Mariton. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec notre invité Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Pour vous interroger, Hervé Mariton, Clémence Houdaille, excusez-moi, Radio Notre-Dame, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix et Benjamin Rosier pour RCF. Vous êtes, Hervé Mariton, le rapporteur spécial, alors je lis parce que c'est assez long, pour la Commission des finances chargée du budget de prévention des risques naturels, technologiques et nucléaires. Bref, vous occupez des centrales nucléaires. Oui, je vais demain à Fessenheim. Voilà, et François Hollande, pas plus tard qu'il y a une semaine, a annoncé la fermeture de Fessenheim en 2016. Quel est votre sentiment Je suis ingénieur de formation. Oui, absolument. Et dans tout ça, je comprends que la décision politique est libre, mais je souhaite mettre aussi un peu de rationalité.
Donc je vais essayer de comprendre. J'ai déjà démarré une série d'auditions à l'Assemblée nationale, mais en allant sur le terrain aussi, comprendre quels peuvent être les arguments pour fermer Fessenheim. Y en a-t-il un seul? Voilà. Je mesure que dans la politique nucléaire de la France, il y a un certain nombre de dimensions implicites qui posent problème et qui affaiblissent cette politique. Par exemple, le coût du risque. Le risque, si demain il y a un accident nucléaire, et ces accidents, il en est arrivé sur la planète, qui paye, qui assume ce risque, y compris d'un point de vue financier. Il y a un risque implicite qui est totalement sur les épaules de l'État. Ça pose tout de même un sérieux problème. D'autre part, on voit bien, et ça c'est une difficulté dans la mise en œuvre des engagements de François Hollande, qu'en réalité, notre mix énergétique repose sur l'idée implicite d'un prolongement de très longue durée des centrales. Tout ça n'a probablement pas été assez explicité aux Français. Donc à ce stade, mais je suis au début de mes travaux, mais je ferai un rapport bien sûr sur Fessenheim, à la fois je crains que notre politique soit affaiblie de trop de données implicites. Or, dans une démocratie, les choses doivent être explicitées. Et puis, une fois qu'on a dit cela, et des progrès sont à faire sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a par ailleurs des arguments objectifs qui peuvent être mis au débat? Je cherche. Clémence Soudaille pour Radio Notre-Dame. Est-ce que le coût de mise et de maintien à niveau de ce genre de centrale nucléaire n'est pas prohibitif? C'est un des éléments du débat. De ce que je comprends aujourd'hui, la réponse à votre question est non. C'est-à-dire que le rapport, ce que rapporte la centrale, est tellement important que même la mise en œuvre des préconisations importantes est tout à fait indispensable. Il faut s'y conformer de l'autorité de sûreté nucléaire, rend tout à fait raisonnable, la réalisation des travaux, l'exploitation de la centrale. Mais ce qui pourrait affaiblir la cause des professionnels d'une certaine manière, c'est que ces travaux restent intelligents, y compris si la durée de vie de la centrale est faible. En d'autres termes, si les travaux sont faits dans les mois qui viennent, ça ne veut pas dire que l'exploitation 2013-2016, c'est le calendrier annoncé par le gouvernement, est stupide. Bon, mais alors une fois qu'on a fait les travaux, est-ce qu'il faut s'arrêter à 2016? Ça fait partie des questions. Laurent de Boissieu pour la Croix. Que la vraie question, ce n'est pas la nouvelle génération de nucléaire. Et question sous-jacente, est-ce que selon vous, on peut à la fois se lancer dans la construction de nouveaux types de réacteurs nucléaires et en même temps développer des énergies alternatives? Est-ce qu'on peut mener de front ces deux combats ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Si je peux me permettre, il y a une sous-question plus technique mais importante. Dès lors qu'on développe une nouvelle génération avec de nouvelles exigences de sécurité et de nouveaux moyens techniques en termes de sécurité, est-ce qu'on a le droit de faire l'impasse sur l'apport de ces exigences et de ces moyens sur la part existante du parc nucléaire? Si on explique que l'EPR c'est tellement mieux en termes de sécurité parce qu'on y fait des choses en plus, est-ce qu'on a le droit de faire l'impasse sur ce plus sur d'autres sites? Et on peut aussi faire valoir que la technologie du démantèlement de la centrale peut être un plus sur le plan technique que l'on pourra valoriser ensuite auprès de pays étrangers. Alors, franchement, je ne suis pas sûr que le démantèlement, ça soit un programme pour la vie. Défaire les choses, ça occupe les gens. Compliqué sur une centrale. Non, mais le démantèlement industriel, au-delà du nucléaire, est d'ailleurs un vrai enjeu, donc je ne le méprise pas. C'est un enjeu dans le monde. En termes de technologie et en termes de nombre d'emplois, c'est probablement pas tout à fait la même chose, mais je vais chiffrer ces éléments-là pour revenir à votre question. Je crois qu'il est important, mais la droite comme la gauche l'ont toujours dit, de mettre aussi des moyens dans le développement d'autres énergies. Faut-il encore arriver à trouver lesquelles, si je peux me permettre? C'est pas si simple que ça. L'éolien a ses inconvénients en termes environnementaux et paysagers. Vous avez vu sur le photovoltaïque les problèmes. 1, d'où viennent les éléments? Chine, Europe. 2, que fait-on des matériaux qui sont dans les équipements photovoltaïques eux-mêmes? Mais a priori, il faut assumer ces a priori. Je ne suis pas un anti-nucléaire, je veux dire, clairement. Mais pour autant, je ne méprise pas ce que sont les enjeux des énergies alternatives. C'est plutôt bien d'ailleurs que le CEA aujourd'hui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Heureuse utilisation des lettres E et A. Mais de temps en temps, il faut revenir aux faits. Back to basics. Et vraiment, mon idée sur Fessenheim, c'est de proposer à mes collègues parlementaires et aux Français un certain nombre d'éléments de faits qui permettent que chacun soit instruit de données objectives. Alors, c'est une problématique assez voisine. François Hollande a fermé la porte au gaz de schiste pendant
5 ans, parce qu'il considère que la technique de la fracturation est dangereuse pour l'environnement. Vous êtes ingénieur, vous êtes même ingénieur des mines, c'est ça? Ça vous inspire quoi? Est-ce qu'il faut faire au minimum de la recherche, comme le disent certains scientifiques? Mais je ne pense pas qu'on se mette dans l'attitude d'interdire la recherche dans notre pays. Enfin, je suis un homme, je suis favorable à la recherche et on peut avoir un certain nombre de remarques et de limites éthiques quand on parle de recherche en bioéthique. On n'est pas là sur un domaine de l'éthique du même type que la bioéthique, si je peux me permettre. Donc je suis favorable à la recherche. Mon propos sur les gaz de schiste est le suivant. Les projets qui ont été portés en France il y a un an étaient des projets mal ficelés, mal introduits, mal discutés. Il y a eu de l'information des collectivités locales, mais il n'y a eu aucune concertation. C'est le problème de la mise à jour, pour le moins, du code minier. Et donc, moi, je considère qu'il y a un problème de charge de la preuve. Tant que les explorateurs et les producteurs putatifs ne sont pas capables de démontrer qu'ils peuvent le faire proprement, alors on ne doit pas faire. D'accord. Et je ne m'interdis pas d'ajouter une deuxième phrase. Si un jour on est capable de démontrer qu'on peut le faire proprement, au nom de quoi devrait-on dire jamais? Donc vous êtes plutôt d'accord avec la position arrêtée par le gouvernement et par François Hollande? Pour autant qu'on ne ferme pas la porte à la recherche et à un regard sur l'avenir. C'est pour cela que dans la loi votée l'an dernier, qui n'était pas parfaite, mais nous avions mis en place une commission pour regarder comment la recherche en particulier pouvait évoluer. Et je regrette que le gouvernement ait fait le choix de ne pas appliquer la loi, ce qui est grave, et de ne pas mettre en place cette commission. Benjamin Rosier pour RCF. Mais alors avec le gaz de schiste, plus généralement, est-ce qu'il est opportun de continuer à aller vers des énergies fossiles, puisque par définition c'est en étude, et donc par définition il peut y avoir une raréfaction? Voilà, est-ce que c'est une option d'avenir? On ne va pas refaire le débat du réchauffement climatique. La réponse est simple. Enfin, d'abord, les énergies fossiles, il y a manière et manière de les utiliser. Il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique, mais il n'est pas interdit d'avoir une utilisation intelligente des énergies fossiles ou d'énergie de toute nature. Selon la manière dont vous réglez votre poêle à bois, vous empoisonnez l'atmosphère, vous ne l'empoisonnez pas. Une grande partie de la pollution de particules, dont on parle beaucoup, qui est un sujet considérable en Ile-de-France par exemple, est liée au mauvais réglage des chauffages à bois. Mais revenons aux énergies fossiles, eh bien, elles peuvent s'épuiser. Oui, mais si on en trouve de nouvelles, il ne faut pas jurer de ne pas les capter et les utiliser si on sait le faire proprement. Si on ne sait pas, on ne fait pas. Si on sait, pourquoi pas faire? On parlait tout à l'heure de la compétitivité des entreprises. Voilà un secteur qui peut offrir demain des emplois. Bien sûr. Donc, mais attendez, moi je ne nie pas cela. Donc ce serait assez simple. En plus, à la commission réunie l'autre jour, dans le cadre de la grande conférence, j'ai un homonyme qui représentait les coordinations de ce secteur-là. C'est assez sympathique. Mais sérieusement, je crois dans cette affaire qu'il faut qu'on soit ni les jouets des compagnies pétrolières, des explorateurs de toute nature, aussi légitimes et respectables soient ces entreprises, ni non plus des gens qui refusent de se poser quelques questions que ce soit dans une démarche anti-scientifique. Laurent de Boissieu pour la Croix. Sans transition, de l'énergie à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous jugez possible et souhaitable un retour de Nicolas Sarkozy dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2017? Mais, un, Nicolas Sarkozy est un homme libre. Deux, si Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat potentiel en 2017, pourquoi pas? Et trois, il ne faut pas qu'on s'enferme dans cette seule idée du retour de Nicolas Sarkozy, parce que je ne connais moi-même pas ses intentions, je ne sais pas s'il les connaît lui-même d'ailleurs. Donc respect à l'égard du travail qui a été réalisé pendant 5 ans. 2, s'il vous plaît, on ne s'enferme pas dans la nostalgie. Le candidat élu à l'UMP, la présidence de l'UMP, il prend une longueur d'avance sur son concurrent, sur ses concurrents pour 2017, pour être le candidat. Des statuts parfaits pourraient dire que le président du parti s'engage à ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je ne crois pas que nous ayons atteint au rivage de cette perfection. Sérieusement, ça lui donne évidemment des atouts, mais le Parti socialiste a parfaitement démontré qu'il ne suffisait pas d'être chef de parti pour être candidat au présidentiel. Je pense que les choses pour 2017 sont assez ouvertes. Enfin, si on veut gagner en 2017, ce qui me paraît bien pour notre pays, on a un sacré boulot de pédagogie et de conviction à faire avant. Nicolas Sarkozy, dans un livre qui va paraître, je crois, de Raphaël Baquet et de notre consoeur Fressoz, dit que le choix, la stratégie, la tactique qu'il a utilisée pendant la campagne était la bonne et qu'il aurait pu gagner. J'en sais rien, ce que je sais, c'est qu'on a perdu. Et qu'en politique, ça se juge au résultat. Ensuite, la campagne avait de l'allure. Il y a eu quelques brouillages, mais pour l'essentiel, une campagne
intelligente en effet. Enfin, tout ça n'a pas suffi à convaincre la majorité des Français. Je veux dire, dans une élection, ce qui compte, c'est le résultat. Merci Hervé Mariton. Vous pourrez retrouver cette émission Face aux chrétiens sur KTO, sur le journal La Croix et sur RCF. La semaine prochaine, nous recevrons à cette même place Marielle de Sarnez, numéro 2 du MoDem, puisque le MoDem fera la semaine prochaine sa rentrée politique.